On va parler du plan de Washington, un plan très précis que l'Ukraine n'a pas suivi. Un plan pour mettre en place la fameuse contre-offensive annoncée par Kiev. Mais effectivement, l'Ukraine n'a rien écouté ou quasiment rien. Le Washington Post liste le nombre conséquent de divergences entre les États-Unis et le commandement militaire ukrainien. Déjà, premier renseignement, on n'était pas d'accord sur la date. Regardez ce que dit ce haut responsable. Il dit, on nous a donné des dates, on nous a donné de nombreuses dates. On nous a d'abord dit avril, puis mai et enfin juin. Ça ne cessait de prendre du retard. Parce qu'effectivement, ce que craignaient les Américains, c'est que tout ça permette à la Russie de se réarmer, ce retard. François, c'est un peu ce qui s'est passé en vérité, non ? D'abord, c'est une enquête formidable du Washington Post. Franchement, très étoffée. D'un point de vue journalistique, j'ai rarement vu mieux que cela. Ça raconte dans le détail, quasiment jour par jour, le processus de discussion qu'il y a eu entre les Ukrainiens et les Américains, notamment à Wiesbaden, où ils ont essayé pendant toute cette période du printemps de simuler des scénarios d'attaque et de contre-attaque face à la Russie. Et ce qui est intéressant, c'est de voir quelles étaient précisément les raisons pour lesquelles Américains et Ukrainiens n'étaient pas d'accord sur à la fois le tempo de la contre-offensive, les objectifs, les axes de pénétration pour pouvoir ensuite avoir le dessus sur les Russes. Et troisièmement, les différences de mentalité militaire qu'il y a entre une armée américaine expérimentée, certes, sur des conflits à l'extérieur, mais une armée ukrainienne qui est sur son propre sol, qui doit se défendre dans son propre pays et qui n'a pas du tout la même façon de voir comment on libère son propre pays. Et donc, je crois qu'on devine à travers toute cette discussion, cet échange qui dure des mois, en fait, le fait que les Ukrainiens n'ont pas envie de se laisser dicter par une puissance éloignée ce qu'elle doit faire sur le terrain chez elle. Et ça s'est retrouvé dans un certain nombre de commentaires, notamment du ministre de la Défense, mais aussi du ministre des Affaires étrangères, lorsque, à certaines réunions de l'OTAN ou de l'Union européenne, où les Américains sont présents, les Ukrainiens se fâchent et disent « Attendez, si vous voulez le faire, faites-le ». Mais là, en l'occurrence, c'est nous qui mourrons tous les jours. Et donc, je crois que cette enquête reflète ça. Au-delà du fait qu'ils n'étaient pas d'accord ni sur la date, ni sur l'axe de pénétration, il y a quand même ce que ça révèle, et je trouve que c'est ça qui est important sur un plan géopolitique, c'est cette différence d'appréciation du danger, du calendrier et des moyens qu'on met en œuvre pour pouvoir faire cette contre-offensive. En l'occurrence, les Ukrainiens ont dit, mais de toute façon, quel que soit le scénario qu'on adopte, que ce soit sur une percée sur un seul flanc ou sur trois, si on n'a pas d'appui aérien, comment voulez-vous que les quelques chars que vous avez mis à notre disposition puissent effectuer cette percée sans difficulté ? Et les Américains leur répondent, oui, mais nous, on est sûr que si vous faites ça, entre 60 et 90 jours, vous aurez entre 30 et 40% de pertes. Mais c'est hallucinant comme discussion. François, on va regarder justement la carte avec les différents fronts pour bien comprendre. On vous a mis en jaune l'objectif américain. Vous allez le voir, il n'y a qu'une seule flèche car l'objectif américain était très clair. Insister pour que le gros des forces ukrainiennes se concentre sur un seul axe, celui en direction de Mélitopol. Et les flèches blanches, ce sont les stratégies que souhaite adopter Kiev, qui a voulu attaquer en 3 points distincts, le sud vers Mélitopol, l'est en direction de Bakhmout et sur Berdiansk, donc sur la mer d'Azov. Mais Washington a insisté, on va vous montrer la déclaration d'un ancien responsable américain. Je sais que vous voulez vraiment faire cela, mais cela ne fonctionnera pas. L'objectif était très simple, une percée de 14 km prévue dès les 24 heures. Vous l'avez dit François, Kiev n'a pas du tout suivi le plan. Pourquoi ? Parce que Kiev a déclaré ne pas avoir assez d'hommes, ne pas avoir assez de moyens, notamment l'appui aérien dont vous parliez. Résultat, on les connaît, on connaît les résultats depuis le début de la contre-offensive. Moins de 20 km gagnés pour l'Ukraine et chaque partie a blâmé l'autre pour ses erreurs ou ses mauvais calculs. Xavier Titelman, quand on voit ce qui s'est passé, est-ce qu'on peut dire que l'Ukraine a pris la bonne décision ou pas ? Ou est-ce que c'est compliqué d'essayer de faire un pronostic ? Dans la mesure où ils n'ont pas obtenu... Inspecteur des travaux finis. Non, mais c'est facile de critiquer une fois qu'ils n'ont pas réussi à atteindre leurs objectifs. Moi, j'y étais la semaine dernière, je suis revenu mercredi d'Ukraine. Quand on parle aux Ukrainiens, il y a une certitude, c'est que la méthode américaine qui était d'aller très franchement de face, de front, face contre face, bloc contre bloc, ça
provoqué 20% de pertes parmi les troupes engagées. C'est-à-dire qu'on leur a demandé d'y aller trop franchement. Et donc, sur le début du mois de juin, les Ukrainiens ont perdu beaucoup trop de force. Et donc, ils se sont réorganisés pour y aller de manière plus progressive, plus lente, plus douce. Et ça a permis de progresser beaucoup plus doucement, mais évidemment en économisant leurs forces. C'était ça l'objectif. Le bilan, c'est que par exemple, sur la zone au nord de Melitopol, quand on regarde aujourd'hui, après 3 mois et demi, 4 mois de combat dans la zone, les Ukrainiens ont perdu moins d'équipement que les Russes, alors que les Russes étaient en défense. Mais comme ils y vont progressivement et doucement, effectivement, ça n'a pas donné les gains territoriaux attendus. Maintenant, le fait de se dissiper sur 3 zones différentes, c'est peut-être ça, effectivement, qu'ils auraient dû mieux suivre. Mais il faut aussi comprendre qu'à l'époque où les Ukrainiens ont fait leur grande contre-offensive à l'automne 2022, les Américains leur avaient dit « ne faites pas ça ». Et pourtant, quand les Ukrainiens l'ont fait, ça a marché. Et donc, ils avaient peut-être aussi l'impression que les fois précédentes, leurs idées étaient les bonnes, ils avaient économisé leurs forces, ils avaient libéré 20 000 km² en 3 mois. Donc là, peut-être qu'ils ont voulu retenter. Pascal. Est-ce que, François, ça ne traduit pas, au fond, une divergence d'intérêts aussi? Il y a la stratégie suggérée par les Américains, ce que les Ukrainiens pensaient pouvoir faire eux-mêmes, avec ce que Xavier évoque, le fait de ne pas séparer ses forces, la concentration des forces. Mais au fond, est-ce que les Américains et les Ukrainiens poursuivent le même objectif? Ça, c'est facile de se le dire a posteriori. Parce que c'est vrai que maintenant qu'on sait que l'offensive va échouer, et évidemment que les Américains aujourd'hui disent « Ah, mais regardez, on vous l'avait bien dit ». Mais c'est vrai que les Américains, comme la plupart des alliés de l'Ukraine, souhaitent que cette guerre se termine le plus vite possible et souhaitent qu'elle se termine par une négociation où l'Ukraine soit en position de force pour pouvoir dicter ses propres termes. Mais c'est pas exactement ce que veut l'Ukraine aussi. L'Ukraine, en tout cas dans ce que l'on comprend des discours du président Zelensky, veut récupérer la totalité de son territoire en sachant que aujourd'hui, et il le dit lui-même, la Crimée a plus de poids symbolique, historique, politique, géographique que le Donbass. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont lâcher le Donbass. Ça veut dire qu'ils vont continuer à se battre, ils vont continuer à tenir jusqu'à ce qu'ils aient une position de négociation qui leur soit favorable. C'est surtout que la Crimée est plus facile militairement à reprendre que le Donbass. Le Donbass, ça va être très dur. Mais si vous partez sur cet axe, pourquoi est-ce que les Américains voulaient attaquer au niveau de la flèche jaune? C'est parce que leur objectif, c'est de couper cette bande territoriale. Une fois que vous avez coupé cette bande territoriale en étant capable de bombarder l'autoroute du Sud et en ayant cassé le pont de Crimée, l'approvisionnement du Sud, tout l'approvisionnement de la zone occupée de Kherson, de Zaporijjia et la Crimée sont isolés et ne peuvent plus être approvisionnés que par voie maritime. Sur un terrain strictement économique, ce qui porte des richesses, c'est plutôt le Nord et pas le Sud. Ouais, plus maintenant. Pourtant, c'est là que se trouvent les ports, c'est là que se trouvent les centres sidérurgiques, les réserves de fer. Mais si on peut plus exporter de toute façon, on peut toujours exporter par le Sud. Mais non, parce que le pont de Crimée était trop bas. Non, mais vous êtes dans la région de Bakhmout. On peut contourner l'obstacle. On peut contourner l'obstacle. Et vous savez, il y a quelques millions de tonnes de grains qui attendent. Et qui commence à sortir d'ailleurs, parce que l'autre, alors par contre, il y a un domaine où il y a une victoire stratégique ukrainienne, c'est qu'ils ont réussi à libérer la mer Noire, et donc les grains recommencent à être exportés. Mais pour aller aussi dans votre sens, Pascal, c'est vrai que là, la semaine dernière, la Russie a annoncé qu'elle s'intéressait désormais à toutes les richesses naturelles, notamment de l'Ukraine, et ces zones occupées en font partie. Vous avez là, vous voyez, sur la carte, on le voit très bien, là, sur cette carte, Bakhmout, là, vous avez tout ce qui va, grosso modo, de Voronezh en Russie jusqu'à Berdiansk, ce sont les terres les plus riches du monde, avec un taux d'humus, ceux qui sont agriculteurs comprendront, de 15%. Là où on est, nous, en France, à 2 ou 3%, au mieux, dans le Soissonnais, par exemple. Vous avez des récoltes qui sont exceptionnelles. La Russie, l'Ukraine, c'était les premiers exportateurs de grains. Là, vous avez un trésor. Il suffit de semer, si vous voulez, ça pousse, grosso modo. Donc, évidemment, ça intéresse tout le monde, d'autant que l'arme alimentaire, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais disons-le parce que c'est lié, l'arme alimentaire est une arme absolument décisive entre les mains des Russes aujourd'hui. Par ailleurs, il y a aussi, parce que moi aussi, j'ai bossé mes chiffres, hein, Pascal. Bravo. Dans la région de Donetsk, il y a 90% des ressources en charbon de tout le pays, qui est déjà d'ailleurs dans le top 10 de tous les pays mondiaux sur la production de charbon. Fer, charbon, graphite, etc. Oui, il y a beaucoup de choses là-bas. Mais le gaz est en Crimée, et plus vers le sud aussi, avec beaucoup de gaz qu'il faut fracturer, je ne sais plus comment ça s'appelle. Gaz de schiste. Fracturation hydraulique. Et ils pourraient être totalement indépendants vis-à-vis de la Russie s'ils pouvaient l'exploiter, voire même être des exportateurs, remplacer partiellement la Russie dans les exportations vers l'Europe. Sauf que la Russie actuellement n'arrive déjà pas à vendre beaucoup de son gaz ou de son pétrole, donc bon, là il y a encore... L'Ukraine pourrait être exportatrice. Oui, d'accord. Oui. Quand même, sur la question du timing, François, on l'a dit, les Américains ont
reproché à l'Ukraine d'avoir repoussé la contre-offensive. Est-ce que finalement, il n'aurait pas fallu la repousser encore pour la commencer en 2024, notamment parce qu'il fallait attendre les F-16? Ça aussi, ça aurait été une hypothèse. Mais ça serait revenu à ce que reprochaient précisément les Américains, c'est-à-dire permettre à la Russie de se réarmer énormément. Donc est-ce qu'on n'aurait pas finalement là aussi repermis aux deux partisans d'avoir finalement des forces égales? La Russie qui se serait réarmée et de l'autre côté l'Ukraine qui aurait reçu enfin les grandes armes américaines. Très clairement, je vais cesser de tourner autour du pot sur la question du calendrier. Oui, les Américains auraient préféré qu'il y ait une victoire ukrainienne, soit partielle, soit totale, avant l'élection présidentielle américaine. Bien sûr. Après, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas tout dit, et c'est vrai que côté américain, on vend mieux au Congrès l'aide à l'Ukraine qui se chiffre en dizaines de milliards de dollars, des victoires ukrainiennes, que si on n'en a pas. Ouais. Et là, en l'occurrence, on va en reparler tout à l'heure, mais ce qui se passe, c'est qu'il y a une difficulté de narratif pour la Maison-Blanche de solliciter le Congrès, qui est maintenant un Congrès hostile, pour pouvoir obtenir l'aide militaire dont les Ukrainiens ont besoin. En sachant que même cette aide-là n'est pas suffisante s'il n'y a pas en plus une aide européenne, du matériel qui vient d'ailleurs. Et donc, on le voit, je veux dire, l'une des raisons qu'on lit très bien dans ce reportage, lorsque les officiels ukrainiens s'expriment devant leurs camarades américains, c'est qu'ils leur disent « on n'a pas l'équipement nécessaire ». Alors certes, ça a été interprété très souvent comme des réflexes d'enfants gâtés en disant « mais on ne peut pas tout vous donner, vous avez déjà la plus grosse armée d'Europe, etc. » Mais la vérité, c'est que s'ils avaient voulu faire cette percée-là, ils n'avaient pas les 1500 tanks nécessaires pour mener cette opération. Donc, oui, évidemment que le timing est important. Il est important aussi pour Zelensky, qui, si les choses s'étaient bien passées, aurait pu affronter une présidentielle cette année, 2024. Il est obligé de la repousser. Et plus il la repousse, et plus ça crée des frustrations et des oppositions dans son propre camp. Et on le voit aujourd'hui avec son chef d'état-major, qui aujourd'hui trouve des soutiens politiques dans la contradiction qu'il apporte au président Zelensky sur la stratégie et sur la façon dont on doit mener cette guerre jusqu'au bout. Donc, tout ça, ça fragilise énormément la position de l'Ukraine, ça la fragilise vis-à-vis de ses partenaires. Et aujourd'hui, on est non pas dans une position où on doit se demander est-ce que les Ukrainiens ont raison ou est-ce qu'ils ont tort. On doit se demander si les Américains et les Européens seront là à temps pour fournir ce qu'il faut à l'Ukraine pour gagner. Parce que si on se résume, ça veut dire que cette contre-offensive, quel que soit le moment où elle aurait été menée, plus tôt, plus tard, en fait, avant 2024, on n'aurait pas eu les moyens de la mener. C'est ça. Il fallait se donner les moyens de permettre à l'Ukraine de la mener. Ouais. Donc on en revient à la thèse de l'épuisement. C'est le premier qui s'épuisera qui aura perdu. Ça. Une guerre est perdue par celui qui est fatigué 15 minutes avant l'autre. Ouais. De toute façon, c'est toujours la même chose.